Salut tout le monde, ici Francis du Jardin de l'Ours Endormi. Aujourd'hui, on poursuit dans le sujet du grain. On n'a pas encore abordé la moisson. C'est quand même un des principaux sujets là, à discuter pour faire du grain artisanal. Fait qu'on va toucher là, de long et en large à peu près tout, dont disons, les notions un petit peu plus historiques et collectives, de comment ça se passait dans le temps. Je vais vous présenter aussi les grains, en fait, savoir quand le récolter, c'est quoi le meilleur moment. Là, on ne fera pas l'ensemble de tout ce qui existe comme grain. On va se concentrer sur les deux seuls que j'ai ici. Vous ferez vos recherches là, selon ce que vous cultivez. Puis aussi, je vais vous présenter les outils, les alternatives. On n'a pas tous les mêmes atouts. On ne travaille pas tous avec les mêmes équipements dans le même environnement. Donc, ça peut être intéressant là, d'explorer ça un petit peu de manière un petit peu plus large, autre de comment je le fais. Puis, je vais vous parler du physique que ça demande pour faire cette tâche-là. Puis, comment faire les meules après. Je commencerai par vous parler de comment ça se passait historiquement, une moisson, en fait. C'est important de garder en tête que ça a tout le temps été une activité collective. Moi, ici, je le fais toute seule. Puis, je le déconseille, en fait. Je le fais parce que j'ai pas trop le choix. L'idéal, ça demeure de faire ça collectivement, avec des gens que vous appréciez. Ayez un but commun. Ciblez une culture qui vous intéresse tout le monde. Ça peut être de l'orge pour faire de la bière. Ça peut être du sarrasin pour faire une farine. Ou, je sais pas moi, de l'avoine, faire du granola. Et que vous allez récolter, planter et puis transformer tout ça en groupe. Ce qui rend l'idée beaucoup plus intéressante. Le grain est fait pour nourrir une large partie de la population, finalement. Donc, de le faire en gang, c'est encore plus appréciable. Puis, c'est ça. Il faut garder en tête que ça a toujours été une activité de groupe. Et puis, l'idée, c'est vraiment de garder ça agréable et festif. Donc, si vous en mettez trop sur les épaules, ce sera pas super. Donc, des bras de plus, c'est toujours apprécié. Puis, c'est ça, c'est le but commun qui va driver tout ça. Il y a un poste pour tout le monde là-dedans. On n'est pas obligé d'être physiquement un athlète, c'est pas du tout. Même mémé peut participer, là, c'est pas un problème. En faisant ça collectivement, il y a un poste pour tout le monde. Ça peut être... les gens moins en forme peuvent tout simplement lier des gerbes ou allumer le barbecue, fournir la bière. Il y a un poste pour tout le monde. Les plus en forme iront directement au champ. Puis, c'est ça, avec une petite froide là à côté, ça passe mieux des fois. Puis on peut discuter. Puis le champ, de manière collective, devient toujours un endroit assez rieur, si on pourrait dire. On travaille tous sur le même travail qui est quand même moyennement difficile. Donc, on en rit ensemble. Et puis, c'est de ramener la tradition, la garder en vie, surtout. Puis, c'est ça. Je pense que c'est important. Moi, dans les prochaines années, c'est quelque chose que je veux amener ici au jardin, de faire participer les gens. Je pense que c'est important parce que simplement, c'est quelque chose qu'on a fait pendant 10 000 ans. Faire du grain de manière artisanale. Et puis, c'est un peu inscrit en nous, dans notre code génétique. Veux pas, c'est comme un peu l'odeur d'un feu. Hein? On la sent de loin. Les gestes reviennent tranquillement quand on les fait, quand on les exécute. On voit que c'est ancré en nous. Puis, il n'y a rien de mieux, je crois, à ce moment de l'année, fin de l'été, où on a un soleil qui est beaucoup plus bas, il fait beaucoup moins chaud, il n'y a plus de bébites. On profite de ces derniers moments-là ensemble. Puis voilà, je pense que c'est une des parties les plus importantes. Avant de se lancer dans la récolte, évidemment, on va devoir aller voir nos cultures, où est-ce qu'elles en sont. La moisson ne se fera pas forcément au même moment selon ce qu'on cultive. Je vous laisse vous informer à propos
de votre propre culture que vous voulez mettre en branle de manière à la récolter au bon moment. C'est très important. Le grain ne doit pas être récolté trop tôt ni trop tard parce que si on y va trop tôt, le grain ne sera pas tout à fait formé. Et puis si on y va trop tard, ben là, il peut y avoir un risque que les grains tombent au sol ou simplement qu'ils se mettent à germer directement sur le plant après une bonne pluie ou une bonne période d'humidité. Donc c'est important de s'informer à propos de ça. Là, on prend la direction du champ de sarrasin. Je vous montre ça. Alors ici, on a un 1500 mètres carrés environ de sarrasin. Il n'y a pas juste du sarrasin, comme vous pouvez voir, il y a de la verge d'or, des épilobes. C'est pas dramatique parce qu'on fait la récolte manuelle. On va être capable de sélectionner exactement ce qu'on a de besoin. Là, vous voyez ici, le champ est pas mal rouge. Il n'y a plus une seule feuille sur les plants. C'est un moment parfait pour la récolte du sarrasin. On voudrait pas qu'il y ait trop de... Mais en fait, on veut pas qu'il y ait de feuilles parce que il va y avoir des insectes des fois collés dessus. Ça va se retrouver dans votre grain et ça sera pas trop agréable. Donc spécifiquement ici pour le sarrasin, c'est ce qu'on recherche. Un champ qui est bien bruni. Donc je vous montrerai l'autre parcelle que j'ai à l'avant. Comme je vous ai dit, on fait 3000 mètres carrés ici. On en a 1500 devant nous. Puis ils sont pas au même stade. Celui-là est vraiment prêt, tandis que l'autre à l'avant, que je vais vous montrer plus tard, ne l'est pas du tout. Donc un petit peu de patience. Il y a quand même... le sarrasin est réputé pour avoir un rendement en dents de scie et ne pas maturer en même temps. Donc faut y aller ni trop tôt ni trop tard. Les grains pourraient tomber. Ici, le champ s'est ressemé naturellement. J'estime avoir perdu à peu près une semence par plant, ce qui fait qu'il est presque comme l'an dernier. Mais en fait, en vrai, c'est que j'ai ressemé par-dessus aussi pour être sûr de bien densifier. Tandis que je me déplace vers la parcelle d'avoine et de sarrasin qui sont un petit peu plus loin. J'en profite pour saluer tous les nouveaux abonnés. On voit que ça attire de plus en plus l'attention. Il y a un intérêt réel pour ça. Les céréales artisanales. Et puis, je vous dis bienvenue et bonjour à tous les autres qui nous suivent déjà depuis un bon moment. On est arrivé à la petite parcelle d'avoine qui va servir pour la démonstration. Ici, on est dans une zone qui a été défrichée ce printemps. Ça commence déjà à repousser là où j'ai pas eu le temps d'enlever les souches. Puis je me suis amusé à faire un beau petit jardin comme ça. La moitié des plants semblent avoir été coupés à la base par quelconque bestiole. Donc c'est ça, ici on a l'avoine qui est bien prêt. Comme je vous disais, si c'est prêt ou non, ça dépend pour chaque culture. Mais en général, au stade où on est rendu, ce qu'on cherche, ça va être difficile de faire le focus. Ok, on l'a. Donc ce qu'on veut, notamment pour les céréales à paille, on voudrait un taux d'humidité qui s'approche de 15-16% environ. Puis on veut que lorsque là il n'est pas à nu encore. Compliqué. Ah, je l'ai échappé. Ok. Ici mon petit grain. Ce qu'on veut finalement, c'est que... Focus, fais-toi. Lorsqu'on appuie avec l'ongle, il ne devrait pas avoir de marque apparente. Là, vous le verrez probablement pas bien. Il n'y a pas de marque. On voit que le grain commence à casser tranquillement en appuyant bien fort. Ça veut dire qu'il est prêt. Advenant qu'il serait un petit peu moins, il pourrait quand même être coupé.
et puis laisser reposer pendant quelques temps là, sous forme de gerbe. Très bon. Maintenant, on va se diriger vers l'autre parcelle de sarrasin que je vous disais qui n'était pas tout à fait prêt. On est arrivé au sarrasin. Donc on en a 1500 mètres carrés ici aussi. On en a là-bas. On en a ici. Puis on en a là. Quand je vous parlais de maturation inégale, ben on parle de ça ici. On a des grains qui sont encore verts, tandis que pas loin, on en a qui sont bien noirs ou qui commencent à atteindre le bon stade. C'est pas prêt. En tout cas, il y aurait des manières de faire. On pourrait couper, endainer, puis attendre que tout ça sèche, puis se défasse tout seul. Tandis que moi, je vais attendre qu'il soit pris par un bon coup de froid. Il y a trop de feuilles. Ça sera pas évident. Donc, je me concentre à l'arrière. Et puis, je vais terminer ici. Ce qui explique la différence entre le sarrasin à l'avant et à l'arrière, c'est dû, premièrement, comme je l'ai dit, la parcelle de derrière, elle a été ressemée quasi naturellement. Mais aussi, c'est que malgré les 100 mètres qui distancent les deux parcelles, à l'arrière, c'est plus frais. C'est pas mal exposé au vent. Ce qui s'y trouve, généralement, mange un seul coup, plus vite que ce qu'il y a en avant. J'ai déjà eu une petite parcelle de fraises là-bas, puis ça gelait pendant que c'était en floraison, tandis qu'à l'avant, c'était pas le cas. Il y a aussi une étendue de bleuets qui, elle aussi, a gelé plusieurs fois, tandis que les bleuets à l'avant ne gèlent pas. Et le sarrasin, il fait pas exception. Il est exposé beaucoup plus. Donc, il finit par sécher plus rapidement. Ce qui m'arrange dans un sens, parce que je suis pas pogné avec 3000 mètres carrés à récolter d'un seul coup. Donc, ça peut être une bonne idée, là, le semis successif, si vous en avez beaucoup à faire, que vous avez peu de moyens, puis que vous envisagez que ça va être long à récolter. D'un seul coup, vous y allez, faites des petites patches un peu partout, semez à des moments différents. Ce qui fait que ça va maturer aussi de manière successive. Maintenant, je marche en direction de ma faucille. On est bien étendu ici, les parcelles ne sont pas concentrées aux mêmes endroits. Donc, je vais vous présenter l'outil en tant que tel. Je vais vous montrer comment l'affûter. La faucille est ici. Moi, j'aime bien aiguiser sur une surface. Si vous cherchez un projet à réaliser pendant l'hiver, un petit coffret qui sert de banc aussi, multi-usage, dans lequel on peut entreposer quelques petits outils. Ça peut être intéressant pour le jardinier polyvalent. Moi, ce que je prends, c'est ça ici. C'est un Speedy Sharp. C'est vraiment important que l'outil soit bien affûté. Sinon, ça va être un calvaire, je vous le dis. Donc, il faut prendre le temps. Vraiment prendre le temps. On n'est pas supposé forcer en utilisant des outils de coupe comme ça. C'est supposé passer comme dans du beurre. Donc, simplement, comme je vous dis, je ne suis pas un professionnel. Je ne sais même pas si c'est dans ce sens-là qu'il faut aller. Je sais juste que ça marche pour moi. Donc, simplement, venir passer comme ça ici. Je vois pas exactement ce que je fais là à l'écran, là, mais vous voyez l'essentiel. Bref, vous avez vu l'essentiel. Elle était déjà un petit peu pré-aiguisée, fait que là c'est un dernier petit coup. On sent qu'elle a du mordant, ça va bien travailler. Et puis là, vous allez peut-être vous demander pourquoi que je travaille avec une faucille. C'est plus simple pour moi, tout simplement.
Puis, tout simplement parce que ma batteuse demande à ce que ce que j'ai à battre soit bien aligné. De la manière que je procède, il faut que j'insère uniquement la pointe des plans pour que le tambour vienne frapper dessus. J'ai pas le luxe d'avoir une batteuse dans laquelle je peux tout mettre d'un coup, pêle-mêle, et que la paille se sépare du grain. Donc, c'est ça. L'avantage de travailler à la faucille, c'est qu'on peut organiser sa petite meule. Je sais pas, il y a plein de mots qu'on peut utiliser pour parler du paquet finalement qu'on fait. Meule, javel ou j'oublie l'autre. Gerbe. Donc, c'est la raison principale de pourquoi je travaille avec une faucille. À l'inverse, on pourrait y aller avec une faux. Par contre, si on n'a pas un guide qui vient guider la chute de la céréale et qui le met du bon côté, si on veut un paquet bien ordonné, c'est pas l'idéal. Donc, il faut soit s'en bricoler un ou avoir l'assistance d'une autre personne. J'ai déjà vu ça, quelqu'un qui guide la chute avec un bâton, évidemment loin de la lame, tandis que l'autre donne les coups avec la faucille. Ce qui fait que tout tombe un par-dessus l'autre et c'est facile ensuite de faire des gerbes. On pourrait aussi y aller à la faux. Comme je vous dis, ça dépend vraiment de vos atouts que vous avez sous la main. Si vous avez une batteuse dans laquelle vous avez le luxe de pouvoir tout garrocher dedans et puis qui va séparer le grain et la paille d'un coup sans trop de problème, sans bourrer surtout, je vous recommande sérieusement d'y aller avec la faux. Votre moisson va être beaucoup plus rapide. Vous faites un andin, vous passez, vous faites une ligne que vous coupez, vous revenez et puis vous rejetez le stock par-dessus de manière à ce que ça fasse un petit tas. Et puis vous allez pouvoir soit poursuivre le séchage comme ça ou simplement venir le ramasser avec un quad avec une remorque et une fourche. Vous garrochez ça là-dedans ou si vous avez un petit tracteur, tant mieux. Puis vous allez pouvoir amener ça à votre batteuse stationnaire dans laquelle vous allez pouvoir tout foutre ça d'un coup. Et éventuellement, j'aimerais en venir là, mais pour l'instant, c'est pas un luxe que j'ai. Des batteuses comme ça, c'est... Faut trouver des antiquités finalement et les restaurer ou les garder en vie. C'est pas à ma portée pour l'instant. Ou sinon, si vous êtes un bon bricoleur, peut-être que vous êtes capable là, de faire une batteuse maison qui bourrera pas en mettant tout d'un coup. On approche de la moisson. Je vais vous montrer ça dans quelques minutes. Avant, j'aimerais juste faire une petite parenthèse sur le côté physique du travail. C'est relativement simple. Peu demandant versus beaucoup d'autres récoltes. Si vous êtes capable de vous pencher, de lasser vos chaussures, ben ça va fonctionner. Il faut y aller à son rythme. Il faut adopter une bonne posture, c'est ce que je vous dirais qui est le plus important. Allez pas vous pencher, là, les jambes bien droites. On voit ça souvent, là, malheureusement. Je vais vous en donner un exemple. Faites pas ça. Penchez-vous pas de même, ça marche pas. Ça va tirer dans vos cuisses. Ça va vous faire mal dans le bas du dos éventuellement. Ce qu'on va chercher vraiment, c'est fléchir légèrement les genoux. Tout le poids, le support est là. Puis, oui, la première journée, vous allez le sentir, mais vous allez vous habituer. Puis malheureusement, c'est ce qu'on a perdu. C'est la capacité de travailler physiquement. Puis avec ce que je vous propose, une moisson manuelle, je vous garantis que vous allez ramener vos jambes pour avoir des jambes de paysan finalement. Puis, dans le même ordre d'idée, je fais une autre petite parenthèse. La récolte de bleuets comme ça, oubliez ça, ça marche pas. Apprenez à travailler comme si vous étiez en train de... Hein? Comme ça. Vous avez les mains libres, vous êtes proche du sol, vous avez le dos droit, vous pouvez faire vos trucs, vous avez des appuis ici au pire. Apprenez à travailler dans cette position-là. C'est quelque chose qui semble pas être dans notre culture, dans le monde occidental, tandis qu'on regarde en Asie ou en Afrique. C'est des positions qui sont faites depuis la naissance, puis qui font que
la forme est prise et qui n'ont aucun problème à réaliser des travaux manuels proches du sol. Je pourrais rester comme ça des heures. Puis, c'est ça, c'est l'habitude, il faut ramener ça. C'est notre outil, notre corps, il faut le développer. On est capable d'utiliser des voitures, plein d'autres machines, des couteaux. On les utilise bien, mais on n'est même pas capable d'utiliser notre propre corps comme il faut. Et puis, travailler là-dessus. Ça se prend avec le temps, puis voilà, ça va vous faire grandir. Maintenant, on va se diriger dans le champ de sarrasin. Je vais vous montrer comment je le fais. Puis ensuite, on va aller faire un petit tour dans l'avoine pour montrer une autre manière qui est intéressante, qui se fait mieux avec la céréale à paille. Puis je vais vous montrer sur les bons gestes. Il n'y a rien de compliqué, mais d'entendre quelqu'un en parler, de le voir, ça aide à se faire une idée globale de comment on peut procéder. Moi, il n'y a personne qui m'a appris. J'ai appris sur le tas en le faisant. C'est ma 5e année de grain. Puis j'ai pas la prétention de tout savoir. Donc je vous montre comment je le fais. Si vous avez d'autres manières, vous voyez des affaires qui pourraient être améliorées, n'hésitez même pas à les dire dans les commentaires. Ça va me faire plaisir. Une autre petite parenthèse. Ici, justement, je vous parlais de la parcelle qui est bien exposée. On voit là-bas, là, il n'y a rien qui arrête le vent. Le froid s'installe, le terrain est très inégal. Ça monte, ça descend. Donc j'essaie de reproduire un petit peu les bocages normands en mettant toute ma scrap dans un tas pour venir casser un petit peu les vents. Et éventuellement, vous voyez, j'ai laissé les arbres qui étaient déjà bien positionnés. Puis c'est l'endroit où je vais venir jeter tous mes résidus finalement. Puis il y a une vie qui s'installe là-dedans. C'est plein d'oiseaux. Il y a des nids un peu partout, il y a des insectes. Donc je pense qu'il y a un réel intérêt là, de ramener ça, le bocage de la Côte-Nord. La parcelle ici a été semée à la volée. Donc il n'y a pas de rang. C'est pêle-mêle, c'est un peu partout. C'est un choix. J'aurais pu faire des sillons, par contre, je ne suis pas tout à fait équipé là, pour le faire sur des grandes distances. Ce qui est le fun quand c'est en sillon puis des beaux rangs bien droits, c'est qu'on a juste à le suivre. Tandis que là, on va à gauche, à droite, on prend ce qui est disponible. C'est un choix que vous aurez à faire lorsque vous allez établir vos cultures. Comme je vous disais tout à l'heure, c'est important d'avoir une bonne position. On fléchit simplement les genoux comme ça. Et puis, on a l'avantage de travailler avec une lame qui est quand même longue, ce qui va nous permettre d'aller assez bas. Comme ça, tout simplement. Puis, je sais pas si vous voyez, c'est pas très dense, là, je vous l'accorde. Mais on coupe. Et puis, sans refermer la main, on pousse directement la matière végétale sur l'autre qui est encore pas coupée. Ce qui fait que vous n'aurez pas besoin de prendre des petites poignées comme ça. Clac, on tasse comme ça. Puis, on vient le placer proprement de la manière qu'on le veut. Donc, je coupe, je ferme pas la main, je pousse. Là, il manque peut-être un petit peu d'affûtage, ça y va pareil. Une fois qu'on a dégagé le premier espace, ça va bien ensuite. On déplace de droite à gauche en utilisant la matière qui n'a pas été coupée comme appui. Simplement. Puis quand on a assez de matière pour faire un paquet, on la réunit, on en prend comme ça, là, les mains bien pleines. Quand j'ai commencé mes tests il y a quelques années, je nouais, j'attachais les paquets avec la paille, ce qui est faisable, mais le sarrasin, c'est plus compliqué un peu. Je me casse plus la tête.
Quand on dit qu'il faut se faciliter la vie, rendre ça quand même agréable, ben, la ficelle est un bon moyen. Donc vous placez déjà la corde. Prenez votre paquet, on le met dessus. On coupe ce qu'on a besoin. On vient lier ça solidement. Celui-là, c'est un petit, il aurait pu être plus gros. Un simple double nœud. Voilà. C'est fait. Donc, sous cette forme-là, avec la batteuse que je vous parlais, dans laquelle on insère uniquement le dessus du plan pour que le tambour frappe seulement les grains. On détache la ficelle, on en prend une petite poignée, on insère ça, on retire et on peut mettre la paille proprement à côté qui peut être reliée si on décide, ou sinon on peut laisser ça pêle-mêle. Donc c'est ça pour les gerbes de sarrasin. Quand je vous disais tout à l'heure qu'il y a un poste qui est approprié pour tout le monde, ben ça c'en est un qui est facile à faire. Quelqu'un qui a moins la capacité peut servir à lier. Fait que s'il y a plusieurs coupeurs, ça avance assez rondement, je vous dirais. La personne va être capable de lier sans arrêt. Et puis, tous ces paquets-là vont devoir être réunis au même endroit. Donc, il y a des choses à déplacer. Donc, il y a un poste pour tout le monde, vraiment. Et puis, je vais vous montrer un petit peu plus tard comment est-ce que je les entrepose en attendant de les battre. Là, c'est un paquet, mais là, après ça, on va faire un paquet de paquets. Maintenant, on se dirige dans l'avoine. La manière de procéder, c'est la même, sauf que ici, ce que je voulais vous montrer, c'est qu'on peut aisément lier la récolte avec la paille même qu'on va récolter. Ce qui fait qu'on a moins de choses à transporter. Par contre, des fois, quand la paille est trop courte, ça va moins bien. Des fois, on tire dessus, ça casse. En général, ça va bien. Mais personnellement, comme je vous disais, je préfère la ficelle désormais. Donc, on y va. Pour lier, on a besoin d'un petit peu de paille, pas énormément. Comme on a fait avec le sarrasin, on vient la placer tout de suite en dessous. Si on voit qu'il y a des bouts plus faibles qui pourraient moins bien se lier, on peut répartir la paille pour en avoir un petit peu plus long. Tout simplement, on vient attacher comme ça ici. Un simple tour, on serre. Et puis on a même une poignée pour le transporter. C'est tout simple que ça. Mais c'est ça. Ça va pas tout le temps aussi bien que ça a fonctionné là. Mais c'est solide. C'est rare que ça se détache. Et puis en détachant, tout simplement, quand vient le temps de battre, on peut le passer dedans sans problème. Il n'y a pas tellement de perte de grains. Donc, je vous recommande de l'essayer juste pour vivre l'aventure complète. Après ça, vous choisirez ce qui vous convient le mieux. Donc, je vais finir de moissonner ici et je vous montre comment assembler les paquets de paquets ensemble. C'est pas long. C'est bien moins pire qu'on s'imagine. Maintenant, j'ai à peu près 5 paquets que je vais assembler. Donc, on va monter une meulette. C'est très simple. Ça peut être plus compliqué parce qu'habituellement, ils sont plus gros que ça, mes paquets. Mais l'essentiel va être là, vous allez pouvoir bien visualiser. C'est pas plus compliqué que ça. Plus vos paquets vont être... plus ça va être gros, plus ça va être dense, plus ça va être facile à faire tenir. Ça, c'est une petite.
C'est la manière de le laisser reposer au champ, disons, en attendant de le transporter ou pour le laisser traîner quelques jours peut-être, soit pour finir le séchage ou le temps de s'organiser pour le déplacer. L'important, c'est de ne pas le laisser au sol. En le mettant comme ça, les tiges sont droites. S'il vient qu'à avoir une pluie, l'eau va suivre la paille, va s'égoutter au sol. Puis on a quand même une bonne circulation d'air qui se fait dans l'assemblage des paquets. On peut les faire beaucoup plus gros. J'ai déjà fait des paquets de 20-30. Fait que c'est ça. C'est le meilleur moyen de laisser reposer votre grain en attendant. Donc la personne qui va lier va pouvoir les assembler comme ça de manière temporaire. Et ensuite, on vient les récupérer avec une remorque. On les prend par la petite poignée qui a été fait naturellement en liant avec la paille ou simplement avec la corde. Puis on garoche ça sur le trailer et on l'amène à l'endroit où on va battre. Ça paraît bien, là, on va se le dire, là, avec le soleil qui rentre dedans, qui nous montre ses beaux cheveux dorés. Ça, à la fin d'une moisson, il y en a énormément dans la parcelle. Ça fait un paysage qui est de toute beauté, particulièrement en fin de journée quand le soleil est très bas et qu'il vient rentrer dedans. Et puis, ben, ce grain-là va pouvoir demeurer comme ça un bon moment. Pas de manière indéfinie, là. Pas pour l'éternité. Comme je vous disais tout à l'heure, ça pourrait regermer directement sur les plants et là, assurément, vous perdez votre récolte et tout votre beau travail. Donc, il faut quand même procéder assez rapidement. Si on voit que le grain n'est pas tout à fait prêt à battre, parce que ce qu'on peut faire, c'est moissonner et battre le jour même, il n'y a aucun problème. Par contre, c'est ça, si on constate qu'il y a une petite humidité, que le plant n'est pas tout à fait sec aussi, mieux vaut le laisser reposer comme ça pendant quelques heures, quelques jours, jusqu'au moment où on sent que c'est prêt. Alors, pour résumer, on fait ça en gang, idéalement, avec des gens qui ont un but commun, des gens qu'on apprécie. On s'assure que le grain est rendu au bon stade de récolte. On s'assure d'avoir des outils que l'on sait manier et qui sont bien entretenus, bien coupants. Et puis, on se décourage surtout pas. On y va à fond. J'en profite juste avant de vous quitter pour vous parler d'un des projets que j'ai fait au courant de l'hiver. Peut-être qu'un jour, vous allez voir ce sujet-là apparaître dans un livre. J'ai passé l'hiver à écrire au sujet justement de la production artisanale de céréales. Je suis à la recherche d'un éditeur. En fait, ils l'ont déjà entre les mains. J'ai juste aucune idée de ce qui va devenir de ce livre, futur livre, qui est encore sous forme de manuscrit. Si vous êtes intéressé, ben écoutez, dites-le dans les commentaires. Ça paraît toujours bien. J'ai quand même espoir là, que ça voit le jour éventuellement. Ça va venir complémenter en fait les vidéos que je fais déjà depuis quelques années. Évidemment, on touche beaucoup plus large dans ce livre-là, puisque en fait le titre provisoire que je lui ai donné, je sais pas si c'est publié un jour, ça va être sous ce nom-là, mais c'est céréales artisanales, se réapproprier l'agriculture. Donc l'idée étant de ramener cette production-là à monsieur, madame, tout le monde, de bien expliquer le pourquoi et de parler du contexte historique qui a amené finalement au fait qu'on ne le fait plus aujourd'hui, qu'on ne sait plus comment le faire. Et puis, je crois que c'est très important qu'il y ait des traces de comment le faire, en fait. Parce que plus on avance dans le temps et plus on perd les savoirs. Et c'est important de les sauvegarder, de se souvenir. Et puis aussi d'être capable de le faire. On ne sait jamais, en fait,
il n'y a rien qui dit que l'année prochaine, on n'est pas obligé de faire du grain à la main pour survivre. La vie étant ce qu'elle est, on a assis notre monde sur une belle illusion, en fait. Puis tout ça peut s'écrouler et revenir à ce que ça a déjà été anciennement. L'agriculture qu'on connaît aujourd'hui est en place depuis 1850 environ. Et puis, c'est une fraction de seconde dans toute l'histoire de l'agriculture qui a duré un bon 10-12 000 ans, tout dépendant des peuples. Donc, je trouve ça important de témoigner de l'expérience et puis aussi de transmettre un petit peu le savoir que j'ai pu acquérir durant ces 5 années de grain artisanal-là. Et puis, j'y crois assez pour poursuivre encore bien des années. Pour moi, c'est quelque chose que je vais faire jusqu'à temps que le dos ou les jambes me lâchent. Je trouve ça important. Je suis rendu au stade aujourd'hui où je pourrais pratiquement, j'irais de dire subvenir aux besoins familiaux, c'est peut-être un peu trop, mais facilement procurer un très gros complément à ce que l'on achète. Et puis, il n'y a rien de plus satisfaisant finalement que de faire les choses de ses mains. N'importe quel jardinier, n'importe quel bricoleur va vous le dire. Ce qu'on en tire finalement, ça a une âme. On transmet notre énergie dans tout ça. Et puis, c'est important que ça se continue, que ce soit pas juste de l'intelligence artificielle et des machines automatisées qui subviennent à nos besoins finalement. Donc, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. C'était de loin la plus longue que j'ai pu faire jusqu'à maintenant. Ça devrait figurer en fait comme une intro. Ça aurait dû être le premier vidéo que je fais. Par contre, faut croire que j'étais pas rendu là. Donc, avec ça, vous avez une bonne base pour saisir l'esprit finalement qui règne autour de tout ce projet-là. Si vous en faites vous-même, si vous avez l'idée d'en faire, ça va me faire plaisir de répondre à vos questions. C'est un sujet assez niché, là, je sais, je touche pas à n'importe qui. Mais n'hésitez pas, les commentaires sont là, vous pouvez me joindre par courriel, faites une petite recherche, Jardin de l'ours endormi, c'est pas très compliqué. Puis, vous ne serez pas le premier, il y a plusieurs personnes qui m'ont approché. On sent qu'il y a un certain engouement pour ça. Les gens veulent revenir à la terre, ne savent pas exactement comment faire. Puis, il y a des gens comme moi, il y en a plein d'autres qui sont là pour vous appuyer. Suffit de poser les questions, de s'intéresser. Si vous en faites vous-même, parlez-nous-en. Vous faites quoi? Vous le faites comment? Ça nous intéresse. Plus on est de paysans, mieux on se porte. Sur ce, je vous souhaite une bonne fin d'été.